Sous le capot. Existe-t-il des modèles de réseau offrant des alternatives au cloud? Alice et Bob mangent ensemble au restaurant. Alice voit une image que Bob a postée en ligne. Comme elle trouve la photo jolie, elle clique sur le bouton j'aime et laisse un commentaire. Bob reçoit ensuite la notification. Pendant cette interaction, que se passe-t-il sous le capot? La plupart des médias sociaux utilisent un modèle basé sur le cloud avec Internet comme infrastructure physique de communication et une architecture client-serveur pour la logique de communication. Dans le cas d'Alice et Bob, les clients sont les applications mobiles et le serveur est un programme qui est exécuté sur une ferme de calcul quelque part dans le monde. Quand Alice clique j'aime ou laisse un commentaire, un message numérique est créé. Celui-ci contient des données, comme le texte du commentaire ou l'action du clic, ainsi que des métadonnées, comme l'adresse du serveur, l'identifiant du destinataire, l'heure ou la localisation. Le message est ensuite routé au serveur à travers l'infrastructure réseau, et le serveur l'expédie au destinataire qui le reçoit s'il n'est pas bloqué en chemin par un pare-feu. Dans certains cas, l'utilisation d'Internet n'est pas possible, trop cher ou inadaptée. Dans de telles situations, avec l'augmentation de la puissance de calcul des machines, il est maintenant possible d'exécuter un serveur sur un petit ordinateur bon marché comme le Raspberry Pi. Dans cette architecture, les clients doivent être à proximité du serveur car ils s'y connectent directement par Wi-Fi. De plus, le nombre de clients supportés simultanément peut être assez faible à cause des limitations de puissance de calcul. Ce type d'architecture peut être utile pour connecter des personnes colocalisées dans une classe ou dans un camp de réfugiés, par exemple. Contrairement au cloud, cette architecture réduit les problèmes de confidentialité en gardant les données localement. Elle est indépendante du fournisseur de services et de l'infrastructure réseau, ce qui permet, entre autres, de ne pas être bloqué par des pare-feux. Dans certains cas, on pourrait aussi imaginer devoir se passer de l'installation d'un serveur local. Avec la capacité des téléphones mobiles existants, il est possible de former un réseau mobile et ad hoc en connectant les appareils d'Alice et de Bob directement entre eux. Si les rayons de transmission ne permettent pas de faire le lien, on peut imaginer que les appareils d'autres personnes situées entre deux puissent servir de relais. Une telle architecture force les concepteurs à repenser les interactions car on ne peut pas compter sur un acteur central pour décider de l'état de l'application. Quand Alice clique j'aime sur une photo, l'information est directement envoyée à Bob s'il se trouve dans le réseau. Par contre, les choses se compliquent si Bob n'est pas présent ou si sa connexion s'est interrompue. Dans ce type de réseau, il est possible que tous les appareils aient des informations contradictoires et qu'il soit difficile de les réconcilier. Tout cela explique pourquoi, même s'il y a une grande quantité de travail théorique dans les réseaux mobiles et ad hoc, il n'y a actuellement que peu de services qui en font l'usage. Finalement, ces architectures ne sont pas forcément exclusives. Les concepteurs de systèmes peuvent imaginer des services qui se connectent localement lorsqu'il n'y a pas d'accès au serveur et qui se synchronisent de manière opportuniste quand la connexion est rétablie. En résumé, quand on regarde sous le capot, les services de communication existants sont, pour la plupart, basés sur le cloud avec une architecture client-serveur pour la logique de communication en utilisant Internet comme infrastructure de communication. Dans certains contextes, l'accès à Internet n'est pas disponible, mais il est possible de concevoir des services de communication colocalisés en utilisant des serveurs locaux, une architecture ad hoc et mobile ou une combinaison de ces solutions. Au-delà des performances, l'architecture logique et physique des systèmes de communication a aussi des conséquences plus larges auxquelles les concepteurs de systèmes doivent faire face, allant de l'accès à l'information à la protection de la vie privée en passant par les modèles d'affaires envisageables.